Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial élection départementale de Dimanche en politique. Cette émission est diffusée sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. Les élections départementales sont-elles les mal-aimées des Français? Pour quelles raisons élisons-nous des conseillers départementaux? À quoi servent-ils? À quoi sert un département? Voilà le genre de questions auxquelles nous allons tenter de répondre le plus clairement et le plus concrètement possible. Pour cela, nous avons invité 3 experts de la politique locale et de ce qu'on appelle communément les territoires. Dominique Breillat, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur émérite en droit public à l'université de Poitiers. Thomas Marty, bonjour. Bonjour. Vous êtes également politologue, docteur en sciences politiques à l'université de Limoges et membre du GRESCO, le groupe de recherche sociologique sur les sociétés contemporaines. Enfin, Dominique Royoux. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes professeur en géographie à l'université de Poitiers et directeur adjoint du laboratoire Ruralité. Alors nous allons commencer, messieurs, si vous le voulez bien, par les bases, par les fondamentaux, histoire de rappeler bien comment fonctionnent tout simplement ces élections départementales. Des élections qui cette année sont d'ailleurs couplées aux élections régionales, 2 élections, mais 2 scrutins bien différents, Dominique Breillat. Tout à fait, puisque dans un cas, pour les régionales, on a un système de représentation proportionnelle extrêmement complexe parce qu'il y a plusieurs étapes dans tout cela et qui se déroulent à 2 tours avec prime majoritaire à celui qui arrive en tête. Et puis pour les départementales, on a un système majoritaire mais avec un binôme qui fait que le système, là encore, fonctionne d'une façon différente dans la mesure où il y a un découpage en cantons de chacun des départements. Alors un système de binôme qui a été inventé en fait pour réduire le nombre de cantons. Pourquoi on a voulu faire ça d'ailleurs, tiens, Dominique Royoux? Pour maintenir peut-être un intérêt pour les départements. La montée en force de l'égalité homme-femme a joué évidemment très fortement. Oui, parce que les binômes sont mixtes à chaque fois. Exactement. Tous les binômes sont parité, respectent la parité. Et je pense que c'était aussi l'envie de mobiliser plus de monde dans ces élections pour gagner l'intérêt. C'est vrai que les départements, c'est un peu le maillon faible, si je peux me permettre, de l'organisation administrative territoriale française. Donc il fallait faire un petit effort pour intéresser le plus grand nombre. Thomas Marty, ces binômes, c'est pour mobiliser davantage les électeurs? C'était un peu un bonus, je ne sais pas comment dire ça, un gadget, ou c'est vraiment important? Alors, ça a eu une conséquence majeure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la seule assemblée qui est strictement paritaire en France, ce sont les départements. Donc ça, c'est une évolution majeure, c'est une application de la réforme constitutionnelle de la fin des années 90. Donc ça a quand même précipité un peu le département dans la modernité. En même temps, François Hollande, en 2014, décide qu'en 2020, on aurait éventuellement plus de départements. Alors on voit qu'on n'y est pas, d'autres élections nationales sont passées par là, donc on a encore des départements. Et on a quand même des élections qui ont intéressé pour l'ex-région Limousin, pour les 3 départements. On a quand même eu sur 3 départements 2 bascules gauche-droite en 2015, donc, avec une participation relativement forte à près de 60%, quand elle était plutôt autour de 50% ailleurs en France et notamment dans l'ex-Poitou-Charentes. Donc ce sont quand même des élections qui intéressent. La grande interrogation de Dominique Royoux concernant ce scrutin des départementales, ce sera le taux de participation. En dehors, bien sûr, de la crise sanitaire, on ne sait pas où est-ce qu'on en sera d'ici fin juin, mais une participation qui dépend aussi énormément de l'impact concret de la politique départementale du territoire où on se trouve finalement. Expliquez-nous ça un peu. Oui, les départements, c'est pas que des compétences, c'est l'application de ces compétences sur les territoires. Et je pense qu'on intéresserait encore plus l'ensemble du corps électoral à ces élections départementales si on expliquait encore plus que, effectivement, même si on a les mêmes compétences en Lot-et-Garonne, dans les Landes et dans les Creuses, et en Creuse, on n'exercerait pas de la même manière ces compétences. Un pompier dans les Landes, c'est une compétence départementale. Oui, et on va en parler dans l'émission. Il y a une diversité, c'est ça. N'exerce pas de la même manière que sur le plateau de Millevaches. On va en parler très concrètement tout à l'heure. Thomas Marty, ces élections départementales, j'oubliais ça, mais c'est vrai que c'est important d'y revenir au niveau du timing. Elles interviennent 1 an seulement après les municipales et 1 an seulement avant la présidentielle et les législatives. Est-ce que ce calendrier électoral très serré finalement a des conséquences particulières?
Alors, dans les candidats aux élections départementales, on a beaucoup d'élus locaux et notamment municipaux qui ont été élus l'année dernière. Et on est effectivement, les 20 et 27 juin, l'électeur aura devant lui 2 scrutins, il aura 2 bureaux de vote, il aura 2 scrutins. Alors avec des alliances à géométrie variable, La République En Marche par exemple avance seule au niveau régional, mais dans certains départements et donc dans certains cantons, qui ici une alliance avec la droite parlementaire, qui à un autre endroit un reclassement d'anciens élus socialistes. Donc l'électeur a de quoi être perdu. En même temps, quand on additionne tout ça, finalement, c'est un test relativement probant pour 2022. Dominique Breillat. Oui, alors il est évident qu'on voit dans ces élections un petit peu les suites des différents scrutins depuis 2015 à peu On voit près. beaucoup, par exemple, de candidats qui ont perdu au municipal, qui du coup se présentent au départemental. Oui, alors aussi, ce que l'on voit aussi, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est le fait que depuis quelques années, c'était la lutte contre le cumul des mandats. Et qu'est-ce qu'on constate ? C'est que finalement, tous ceux qui ont été élus pour la première fois, soit en 2017 aux élections législatives, soit aux élections municipales, etc., essaient de conforter finalement leur position par une élection également aux élections départementales ou aux élections régionales, puisqu'on a les 2 scrutins concomitants. Et on rappelle qu'un député ou un sénateur, un sénateur, ça pour le coup on le sait, mais qu'un député peut être conseiller départemental, parce que parfois des gens se disent oui, mais du coup il y a le cumul des mandats. Alors voilà, ce qui a changé depuis quelques années, c'est qu'on n'a plus de cumul entre la fonction parlementaire et les exécutifs locaux, et notamment la présidence d'un département ou bien sûr d'une région. Mais effectivement, en Creuse par exemple, le député actuel, Jean-Baptiste Moreau, La République En Marche, qui s'est présenté, qui a été élu conseiller municipal l'année dernière, dans une toute petite commune, se présente cette fois aux élections départementales sur un canton de Guéret. Donc on voit effectivement, on a peut-être plus ce cumul, comme le disait Dominique Breillat, des mandats dans le temps, et on a un cumul dans l'espace qui peut interroger. Oui, Dominique. Oui, alors ce qu'il y a eu justement pour reprendre sur l'interdiction du cumul des exécutifs et d'une fonction parlementaire, par exemple, ce qui a été tout à fait intéressant dans le département de la Vienne, dans le département de la Charente, dans le département des Deux-Sèvres, c'est le fait que le président du conseil départemental est devenu sénateur. Alors là, cumul impossible. Et donc, on a eu changement en 2020 de président de conseil départemental dans 3 des 4 départements de l'ancien Poitou-Charentes. Alors justement, je vous propose de regarder la situation politique actuelle des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. 7, vous le voyez, sont gérés par la droite, ils sont en bleu, et 5 par la gauche en rose. 5 d'entre eux, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, ont basculé d'un camp à l'autre lors des élections de 2015, et les 5 bascules d'ailleurs se sont faites toutes de gauche à droite, Deux-Sèvres, Charente, Creuse, Corrèze et Pyrénées-Atlantiques. En 2021, messieurs, y aura-t-il, selon vous, un peu de prospective politique, vous aimez bien ça, je sais bien, une stabilité des équilibres politiques ou alors de nombreuses bascules ? Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y aura de forts bouleversements, tout simplement parce que la gauche, notamment dans ces élections départementales, se présente dans beaucoup de départements extrêmement divisés, et cela peut être pour elle préjudiciable, avec le fait que, d'une part, je dirais dans la gauche traditionnelle, il y a des divisions, mais que, qui plus est, il y a, même s'ils ne sont pas aussi nombreux que cela, les candidats écologistes qui se disent, après tout, on a eu des succès au municipal, essayons de transformer l'essai, même si je pense qu'ils sont plus intéressés par les régionales. Ça veut dire, on va revoir la carte si vous voulez bien, ça veut dire que, par exemple, les 4 départements aquitains qui sont aujourd'hui gérés par la gauche pourraient basculer. Il y a une possibilité de bascule ou c'est plutôt cantonné à d'autres anciennes régions ? Non, c'est difficile dans la mesure où, dans beaucoup de ces départements aquitains, ex-aquitains, on a quand même une forte majorité socialiste actuellement. Donc, le basculement paraît difficile. Oui, Dominique, je suis d'accord. Je pense qu'il y aura une stabilité, une relative stabilité électorale pour les départements. La grande question, c'est les régionales. Je pense que là effectivement, le basculement peut jouer beaucoup plus fortement. Et ça, il en sera question dimanche prochain des régionales. Au niveau national. En tout cas, pour la gauche, la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne sont des tests pour sa robustesse avant les présidentielles. Alors, pardon, j'ai pas tout à fait compris pourquoi
on doit s'attendre, si je vous comprends bien, à un match classique entre droite et gauche, malgré la balkanisation de la vie politique française et l'augmentation du nombre de formations politiques. Alors effectivement, ce qu'on disait au début de l'émission, il y a des alliances à géométrie variable qui perdent les électeurs. En même temps, c'est toujours difficile, moi j'aurais bien sorti mon joker sur les départements qui peuvent basculer ou pas, mais on a des indications quand même. L'indicateur fondamental sont les élections municipales de 2020 et leur traduction, leurs conséquences en termes d'élections sénatoriales. Dans l'ex-Limousin, on a eu même une progression de la gauche, notamment de la gauche socialiste, qui a regagné un siège de sénateur en Haute-Vienne, et ça c'est une bonne indication en fait de ce que de ce qu'on vote dans les territoires. Donc par exemple dans l'ex-région Limousin, il n'y a quasiment aucun des 3 départements qui risque de basculer de ce point de vue. Alors après effectivement, il y a ces alliances à géométrie variable. C'est la participation en fait qui fera sans doute pas basculer, mais qui fera que certaines majorités seront plus ou moins affaiblies. Si on est à un seuil de 50% de participation, effectivement, même si une majorité départementale est renouvelée, elle est affaiblie. Elle est affaiblie en tant que majorité départementale. Elle est aussi affaiblie politiquement pour les élections à venir importantes de 2022. Dominique Royoux. Ça va peut-être s'éroder dans chacun des camps, mais les majorités, comme le disait Dominique à l'instant, les majorités sont telles quand même, les avances sont telles dans chacun des grands camps traditionnels qu'on voit mal des basculements au niveau départemental. Même en Charente ? Où là, visiblement, il y aurait peut-être en Charente, une revanche de la gauche vis-à-vis de la droite qui a repris en 2015 le département à la gauche. Très étroite. Et là aussi, en Charente, en plus, le président du conseil départemental est un jeune président, puisqu'il a succédé au président Bonneau. Jérôme Soriso qui a succédé à François Bonneau, qui est devenu sénateur. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez un mode de scrutin différent, on l'a dit tout à l'heure, et qui fait que, notamment au 2e tour, on va se trouver, je dirais presque toujours, du fait d'une participation qui devrait être quand même relativement faible, on va se trouver presque toujours avec des duels. Pourquoi ? Parce que pour être présent au second tour, il faut avoir 12,5% des voix des inscrits, ce qui est énorme. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe, c'est qu'aucun candidat ne parvient à obtenir ces 12,5, alors ce sont les 2 premiers qui peuvent être candidats. Les élections auront lieu le même jour, mais effectivement, là, les trajectoires ne sont peut-être pas les mêmes pour les départementales et les régionales. Puisque les 2 forces montantes, écologistes d'un côté et LRM aussi, ne sont pas accrochées, installées au niveau départemental, comme elles le risquent de l'être un peu plus au niveau régional. On termine sur ce sujet avec vous, Thomas Marty. On peut noter aussi qu'il y a moins de candidats, il y a moins de binômes de candidats en 2021 qu'en 2015. Par exemple, en Creuse, on a moins de 3 binômes de candidats en moyenne. On a même des cantons où il n'y a qu'un seul binôme de candidats. Donc ça, c'est une évolution majeure. Alors, c'est certains partis politiques qui sont moins présents. Le Rassemblement national, par exemple, qui avait réussi à proposer des candidats un peu partout en 2015, concentre ses forces cette fois et donc n'est plus présent partout. Et avec la proximité dans un an de la présidentielle et des législatives, il y a peut-être une nationalisation aussi des thèmes de campagne. Est-ce que du coup, ça n'amoindrit pas l'élection départementale ? Au profit de la régionale, pour le coup. Non, je ne pense pas à une nationalisation des thèmes pour les départementales. Pour les départementales, les seuls électeurs qui vont se prononcer sur des questions, je dirais, nationales, ce sont les électeurs du Rassemblement national. Pour les autres partis, c'est un petit peu différent. Ça sera pas un tous contre Macron C'est un petit peu différent parce qu'il y a quand même une personnalisation un peu plus forte. Alors, pour ce qui est du nombre des candidats, c'est en réalité très variable. On a certains cantons où là, c'est véritablement ahurissant. Je pense La Rochelle, par exemple. Comme promis, on va donc se poser la question toute simple. À quoi sert un département et à quoi servent les conseillers départementaux que nous allons élire les 20 et 21 juin prochains. Alors avant d'en parler en plateau avec vous, je vous propose de voir cette petite animation que l'on pourrait intituler les départementales pour les nuls. Le département, c'est la collectivité entre la région et la communauté de communes. Certains mauvais esprits diront qu'il est entre le marteau et l'enclume. Il faut dire que ses attributions sont bien lourdes à porter. L'aide à l'enfance, c'est lui. L'aide aux personnes âgées, c'est lui. L'aide aux personnes dépendantes et handicapées, c'est lui. L'insertion et l'emploi, c'est lui. Et surtout le RSA, le revenu de solidarité active, c'est encore lui. Le département ne doit pas seulement donner, il doit aussi investir. C'est lui qui construit et entretient les collèges.
Les routes départementales cabossées à réparer, c'est... Ok, vous avez deviné. Le département commande aussi l'eau et le feu. Enfin, il s'occupe de la gestion de l'eau et il est le chef des services de secours et d'incendie. Il n'est pas insensible à la culture, puisqu'il est le patron des bibliothèques, des archives, et il finance même des spectacles et des concerts. Et pourtant, ce super-héros est menacé. Une ombre plane au-dessus de lui. Le faire disparaître pour répartir ses fonctions entre la région et les communautés de communes. Retour sur le plateau de Dimanche en politique, spéciale élection départementale. Thomas Marty, on vient de le voir, il est avant tout question d'aide sociale lorsqu'il s'agit des compétences des départements. Alors, le département, c'est une institution du quotidien, en fait. On a parlé dans le reportage là, du RSA. Le RSA, ça a été, au début du précédent mandat, une des grandes problématiques mises en avant, puisque en fait, l'État ne compense pas suffisamment le RSA pour les départements. Et donc là, on voit, pour relier au thème précédent, dans les débats gauche-droite, alors c'est un peu moins vrai ces derniers mois, ces dernières années, mais on se souvient du débat sur la conditionnalité du RSA. Certains départements ont essayé de mettre en avant une conditionnalité du RSA. Et donc aujourd'hui, c'est une institution du quotidien qui pèsent et dont les budgets en fait sont relativement importants. Si on prend par exemple toujours sur l'ex-région Limousin, la somme du budget des 3 départements, c'est 1 milliard d'euros. Le budget de Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 3 milliards d'euros. Donc finalement, les départements dépensent beaucoup plus d'argent proportionnellement que la région pour les citoyens sur le terrain. Dominique Royoux, Oui, mais... l'aspect social, c'est vraiment l'aspect qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de département. C'est Tout à vraiment fait. ça, hein. Et puis, en général, personne ne se plaint de la façon dont sont déclinées les compétences de l'action sociale. Mais les départements ne s'arrêtent pas là, comme on l'a dit dans le reportage. On va en parler, mais juste sur l'aspect social, est-ce qu'il y a des différences d'acuité de la part des citoyens vis-à-vis de cette compétence départementale, que l'on soit en ville, dans une métropole comme Bordeaux par exemple, ou que l'on soit dans une petite commune du nord des Deux-Sèvres? Sur l'action sociale stricto sensu, pas vraiment. Sur les missions qui sont immédiatement contiguës à l'action sociale, comme l'insertion économique, oui. Là, la façon d'aider les structures d'insertion à l'économie, de concevoir des conciergeries d'entreprises qui sont gérées par les structures d'insertion économique, là, il peut y avoir des politiques assez différenciées qui correspondent aux besoins locaux, plus ou moins. Dominique Breillat, est-ce que les compétences des départements se limitent, on sait bien que non, mais est-ce que je vous pose la question, est-ce que ça se limite à ce rôle de guichet des aides sociales? Non, elle ne se limite pas à cela. Ce qu'il y a surtout, c'est que ce n'est peut-être pas la compétence qui vient immédiatement à l'esprit pour le citoyen. Pour le citoyen, quand vous lui parlez département, je dirais que c'est le collège. C'est ça, la compétence qu'il connaît, c'est la route départementale, puisqu'elle s'appelle départementale. En revanche, quand le citoyen est amené à bénéficier de ces prestations sociales, là, il découvre le département. Ce qui est surprenant, parce qu'on va voir le budget moyen des départements français. Regardez bien, plus de la moitié est dédié aux dépenses d'aide sociale. 17% aux dépenses donc, de personnel, 6% pour les collèges, 6% pour la voirie, 4% pour le service départemental d'incendie et de secours, à savoir donc les sapeurs-pompiers. Comment expliquez-vous du coup cette différence de perception ? Je pense que c'est avant tout quelque chose qui est peut-être dans la communication qui est faite. Je dirais aussi que le grand avantage de cet aspect social pour le département, c'est que cela sauve le département dans la mesure où les autres collectivités territoriales n'ont pas du tout envie d'être en charge de ces compétences extrêmement onéreuses. Et il faut rappeler qu'un tiers des bénéficiaires du RSA n'en font pas la demande. Et peut-être que c'est une raison pour laquelle aussi les départements ne font pas non plus trop de publicité ou de communication vis-à-vis de ça, parce que ça coûte très cher, non Thomas Marty. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que les départements sont dans une situation financière délicate. Ce qui a été voulu, c'est des conditions qui ont été créées... avec des dépenses contraintes et forcées. Avec des dépenses contraintes et forcées créées par l'État. Dominique Breillat parlait du réseau routier. Aujourd'hui, demain, on aura peut-être une dernière loi sur la décentralisation dans cette mandature, la loi dite 4D. La loi 4D, Jacqueline Gouraud, à un moment donné, a pensé peut-être transférer les dernières routes nationales dans le giron des départements. Ou peut-être aussi avait-elle
Chantal évoquait ça, dans le giron des régions. Donc, ce qui fait que, globalement, les départements vont avoir beaucoup de contraintes. Il y a un événement aussi qui, dans le précédent mandat, et quand Édouard Philippe était Premier ministre, qui a beaucoup fait parler des départements et qui a permis aux départements de se positionner différemment, c'est l'affaire des 80-90 km/h. Parce que quand le Premier ministre a annoncé que la vitesse sur les routes départementales allait être abaissée de 90 à 80, bon, très bien, les départements ont protesté. Et quand il a fallu revenir aux 90 km/h, en gros, beaucoup de départements de droite y sont allés relativement rapidement, et d'autres départements, peut-être plus à gauche, y sont allés plutôt à 80. Alors c'est bien parce que c'est vraiment typiquement un exemple concret, hein, le 80-90. Dominique Royou, les départements peuvent-ils adapter leur budget à leur environnement? On va prendre, si vous voulez, le cas de l'accessibilité au collège. Il y a, par exemple, j'imagine, une énorme différence quand il s'agit d'élèves, quand il s'agit d'aller, par exemple, au collège Georges Raillet à Floirac, qui est en banlieue bordelaise, en milieu urbain, par rapport à des élèves qui habitent dans le Nord-Vienne et qui vont aller au collège de Chavagne ou à Joachim du Bellay à Loudun. Absolument. Et on a parlé de l'action sociale. Les collèges, effectivement, sont une compétence très importante. Et l'accessibilité au collège et plus généralement la mobilité aujourd'hui va être une compétence qui devra être prise en charge encore plus fortement par les départements, parce que c'est une condition de l'équité. On sait très bien que les conditions d'accessibilité très différentes d'un collège rural à un collège urbain, ça conditionne la réussite scolaire, tout simplement. Ça nécessite des ressources, ça, toutes ces contraintes, Dominique Breillat? C'est tout le problème, en fait, des ressources des collectivités territoriales, où, en réalité, depuis qu'on a mis en place l'impôt sur le revenu en France, eh bien, on vit avec un système qui est un système provisoire en matière fiscale, c'est-à-dire depuis 1914. Mmh. Et est-ce qu'il y a une inégalité financière entre les départements? Est-ce que, par exemple, il y a des départements riches et puis des départements pauvres en Nouvelle-Aquitaine? Oui, enfin, les départements dits plus urbains sont en général plus riches, oui, effectivement, en plus de ressources et de collecte d'impôts. Mais moi, je voudrais revenir juste aussi sur les nouveaux enjeux un peu des départements, parce qu'il y a l'action sociale, bien sûr, il y a les collèges, la gestion des collèges. Là aussi, personne ne se plaint sur la gestion des collèges. Je crois que c'est rentré dans l'ordre des choses. Par contre, il y a des nouveaux enjeux. On parlait de la mobilité. Et la mobilité, c'est extrêmement complexe. Parce que la mobilité, par exemple, en milieu rural, qui sont traditionnellement plutôt du ressort des départements, on n'y est pas encore. Hein. Dans l'offre de mobilité collective en milieu rural, il y a encore beaucoup de boulot à faire. Hein. Et là, le transport solidaire, des choses qui sont gérées plutôt par des associations, etc. Comment on les combine, comment on les rend complémentaires, on n'y est pas encore. Sur l'eau, sur le numérique, également, il y a des enjeux nouveaux qui apparaissent et il faudra bien que les départements les prennent en charge en tant que tels. Alors ça tombe très bien parce que du coup, vous nous expliquez comment on peut juger finalement d'un bilan politique d'un département, parce que beaucoup d'électeurs se disent, grosso modo, entre une gestion à droite ou une gestion à gauche, entre les socialistes ou du LR, bon, finalement, un département, vu qu'il y a tellement de choses imposées, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas trop juger de bilan. Est-ce qu'on peut faire un bilan objectif d'une gestion d'un département ou pas? Alors, du point de vue financier, sans doute pas, parce qu'en plus, les départements sont relativement contraints et ils ont perdu une partie de taxes foncières qui a été transférée aux communes pour pouvoir pallier à l'absence de taxes d'habitation. Donc, le citoyen lambda ne peut pas se dire, bon, est-ce que mon département a augmenté ou a baissé les impôts? Par contre, ce qu'il peut juger, on parlait d'efficacité des transports, c'est l'efficacité des politiques publiques qui sont menées. C'est tout simple, hein. C'est l'état des routes, c'est l'état du collège, c'est l'état des biens matériels que le citoyen a devant lui et qui sont gérés par... Et là, effectivement, il y a des évolutions, parce que ce sont des histoires qui... Rapidement, Dominique. Oui, je crois qu'en fait, le citoyen a du mal à apprécier une politique globale du département. Et en réalité, ceux qui veulent décider, c'est beaucoup plus comment son conseiller départemental aura pu agir pour avoir tel ou tel investissement, etc. Là, avec le mode de scrutin, c'est évidemment ce qui va beaucoup jouer. Il nous reste 2 minutes. Un mot quand même sur l'avenir des départements. On l'a entendu tout à l'heure, hein, ils sont sur la sellette depuis 20-30 ans. Manuel Valls a échoué, donc on l'a entendu aussi, vous l'avez dit, dans sa tentative de les faire disparaître en 2014-2015. L'institution départementale est-elle toujours en danger, ou au contraire, est-ce qu'elle a trouvé une assise avec ses particularités justement budgétaires?
Moi, je crois qu'il y a des... Oui, s'ils sont capables de relever les enjeux très quotidiens, on parlait du déploiement de la fibre, par exemple, on parlait du fait d'installer des bassines ou pas pour la gestion de l'eau et du rapport avec les irrigants. Là, il y a des sujets nouveaux et la capacité des départements à prendre pleinement ces compétences-là ou ces sujets-là sera effectivement, à mon avis, une notation très importante pour les prochains élus départementaux. Thomas Marquet, on parlait des départements mal aimés, un peu les élections départementales mal aimées des Français. Du coup, est-ce qu'il y a un avenir pour le département ? Voilà, les élus et l'élection est peut-être mal aimée, mais l'identité départementale existe. On sait toujours quel est son département. Et il y a tellement d'aspects de la vie sociale qui sont gérés au niveau du département. L'État lui-même agit localement par le biais de ses préfets qui ont un périmètre d'action au niveau du département. Les partis politiques eux-mêmes fonctionnent. En tout cas, les anciens partis politiques fonctionnent avec des fédérations départementales. Et donc ça, c'est à la fois le quotidien politique et le quotidien de la vie des individus. Dominique Breillat, 30 secondes pour nous dire si les EPCI ou la région peuvent... Non, c'est le serpent de mer, là, la disparition des départements. C'était le rapport Attali qui disait qu'il fallait suppression des départements dans les 10 ans. En réalité, vous ne pourrez pas les supprimer pour une excellente raison, c'est qu'il faudrait modifier la Constitution et qu'il faudrait donc avoir l'accord du Sénat. Et je peux vous dire que le Sénat ne voudra jamais la suppression des départements. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. On espère vous avoir fait mieux comprendre l'intérêt, en tout cas, de ces élections et du rôle des départements. Dimanche prochain, nous vous proposerons une nouvelle émission spéciale consacrée donc cette fois aux élections régionales. Pour leur place au journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous.